tiens tout d'abord à remercier Emmanuel Picavé, avec qui je pilote l'axe RSE de l'UMR ISGPS, de m'avoir associé à cette aventure et aux membres historiques de ce projet de colloque, de m'avoir accueilli. D'ailleurs, c'est aussi Emmanuel Picavé qui m'a soufflé en quelque sorte le thème de cette conférence, émergence du paradigme des parties prenantes dans la RSE, l'exemple de la plateforme RSE. Et j'en suis ravie parce que cela m'a poussée à réfléchir aux potentialités, mais aussi aux vulnérabilités et difficultés auxquelles cette structure, dont je participe aux travaux depuis 2014, est confrontée. L'exemple de la plateforme nationale d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui est son nom, s'inscrit parfaitement dans la thématique de ces colloques, pratiques, institutions et modes de transmission du commun. Mais je dirais pour commencer que le plus grand défi à cette institution, qui est posé à cette institution, n'est pas la transmission du commun, mais de faire émerger du commun, d'avoir des positions communes. Nous pouvons lire dans l'argumentaire de ce colloque et de cette session en particulier que l'identification de ce qui est commun est un enjeu culturel aussi bien qu'opérationnel dans les dynamiques du commun. Et l'expérience de la responsabilité sociétale des entreprises en est emblématique, notamment lorsque nous nous penchons sur la méthode dialogique des parties prenantes ou sur la conception stratégique de la gouvernance avec les parties prenantes. Ici, permettez-moi une petite digression. J'ai entendu avec beaucoup d'attention et d'intérêt la session d'hier Commun et culture démocratique, et notamment une intervention sur la notion de personne qui ne doit pas être délaissée par la montée en puissance de la notion de citoyen. Et je dirais qu'ici, dans le cadre de mon sujet, il faut être attentif au risque de la montée en puissance de la notion de partie prenante qui pourrait gommer celle de citoyen et encore plus celle de personne. Donc, je ferme cette parenthèse. Je n'entrerai pas ici dans des considérations approfondies sur la RSE ou le rôle de l'entreprise au regard de la poursuite du bien commun, qui est une thématique à part entière. Je rappellerai seulement, comme l'ont identifié depuis le 19e siècle nombreux chercheurs et décideurs politiques, que l'entreprise est une affaire de société, pour reprendre les titres d'un ouvrage dirigé par Sansoulier, j'ai du mal à prononcer ce nom, en 90. La façon dont l'entreprise est organisée, ses résultats sont affectés par les normes sociales en vigueur, en même temps que les modes de production et d'échange réalisés par une entreprise affectent directement et indirectement les conditions de vie de la société dans laquelle et grâce à laquelle elle se développe. Et parler de RSE implique aussi de réfléchir aux règles et aux pratiques qui font société, autrement dit l'esprit d'un commun à l'échelle de l'entreprise et au-delà. Mais, comme je vous ai dit, ça c'est un sujet à part entière que je ne veux pas aborder. Cette intervention, elle va se concentrer sur l'exemple de la plateforme RSE qui nous semble illustrer les thèmes de cette session consacrée aux cultures émergentes du commun, où nous devons examiner les conditions dans lesquelles des dynamiques de commun peuvent être suscitées, quelles sont les pratiques, les stratégies. Pour comprendre cette problématique, je vous dirai quelques mots sur l'origine de cette instance, sur son évolution et mode de fonctionnement, et enfin sur son rôle dans la construction d'un commun et dans la transmission du commun, tout en mettant en exergue les obstacles auxquels
elle est souvent confrontée. Donc, quelques mots sur l'origine de la plateforme RSE. Je vais vous lire l'article du document Principes de fonctionnement de la plateforme qui ont été adoptés en janvier 2015 et révisés depuis en 2017 et 2019. La plateforme nationale d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises et autres organisations est une instance de concertation et de réflexion spécialisée installée à France Stratégie auprès du Premier ministre, créée à la demande d'un ensemble d'organisations et institutions représentatives des principales parties prenantes des entreprises et désireuses de promouvoir entre elles un dialogue constructif en vue de promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises en France. Il faut donc souligner tout d'abord que la plateforme est une instance publique, une structure publique, mais née d'une initiative privée. Et ces points ne doivent pas être négligés. D'ailleurs, il est souvent question dans l'argumentaire de ce colloque de l'articulation entre le public et le privé. Elle est née grâce à la demande de 16 organisations qui ont adressé une lettre au Premier ministre le 24 juillet 2012, demandant la création d'une telle instance. Elle est née ainsi grâce à la demande d'une coalition multipartite regroupant ONG, syndicats, organisations patronales, cabinets de conseil. Elle regroupe une cinquantaine des membres et ces membres sont des organisations et non de personnes. On n'y est pas à titre individuel, mais en tant que représentant d'une organisation, sauf dans des cas exceptionnels où on est associé à des travaux en tant qu'expert. Les membres participent aux travaux à titre gracieux et les administrations qui en font partie participent mandatées par les gouvernements. Selon l'article 2 de ce même texte, des principes de fonctionnement de la plateforme, en participant aux travaux de la plateforme, les membres s'engagent à agir ensemble dans un esprit de dialogue et de respect mutuel, en particulier lors des échanges au sein des réunions non ouvertes au public, assemblées plénières, bureaux, groupes et formations de travail. Et ça, c'est un point important. On parlait des conditions d'émergence du commun. Les règles dites de Chatham House doivent être respectées, à savoir que les propos tenus par les participants ne peuvent être nominativement rapportés à l'extérieur par une autre personne sans leur accord. Sa création, elle est placée dans un contexte des bouillonnements, je peux dire, normatifs en matière de responsabilité sociétale des entreprises et organisations. Il faut rappeler que dans l'espace de 2-3 ans, nous avons assisté à l'adoption d'une multitude de standards internationaux en matière de RSE dans des différents espaces normatifs publics ou privés. La norme ISO 26000 en 2010, les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés en 2011 par les conseils des droits de l'homme des Nations Unies, la révision aussi en 2011 pour l'insertion d'un chapitre sur les droits humains des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales, la révision aussi des standards de performance de la Société financière internationale de la Banque mondiale, là aussi pour prendre en compte les droits humains. Or, il fallait mettre en œuvre au niveau national tous ces standards internationaux qui proliféraient. Mais aussi, toujours en 2011, dans l'espace régional européen, l'adoption d'une communication de la Commission européenne sur la RSE, qui la définit d'ailleurs comme une responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société, a joué un rôle dans la mise en place de cette instance. Je n'entrerai pas dans les détails sur ces processus normatifs, sur l'internormativité aussi, qui est très importante en la matière. Divers travaux ont déjà été consacrés à cette question, mais peut-être qu'il devait être réinvesti, à mon avis, sous l'angle de la construction
du commun et sur le rôle du commun dans un processus de densification normatif en matière de RSE. Là, nous pouvons rappeler aussi ce qui nous a été dit hier par Mireille Delmas-Marty quand elle nous a parlé de l'émergence des fragments de droit commun et dans l'éventuelle esquisse d'un jus commune universalisable au XXIe siècle. Donc, je rappelle ce mouvement parce que la demande de création de cette instance multipartite prenante, qui est la plateforme RSE, s'inscrit dans ces contextes internationaux et européens par sa communication de 2011, qui est la 3e communication de la Commission européenne sur la RSE, dont le titre est Responsabilité sociétale des entreprises, une nouvelle stratégie pour l'Union européenne pour la période de 2011-2014, la Commission invitait les États membres à établir ou à mettre à jour, avec les concours des entreprises et autres parties prenantes, leur plan ou leur liste nationale d'actions prioritaires visant à promouvoir la RSE dans les contextes de mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. C'est aussi dans ces contextes que la France devait élaborer un plan national de mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme, dit plan national d'action entreprises et droits de l'homme, qui a été adopté par le gouvernement en 2017 et qui est fortement inspiré des propositions de la plateforme RSE, qui a adopté un avis sur cette question en 2016. Je reviendrai sur cette contribution de la plateforme parce qu'elle a fait objet d'une étude assez intéressante. Je reviendrai sur cette question. Mais reprenons le processus de création de la plateforme RSE, demandé par une coalition d'organisations en juillet 2012. En septembre 2012, lors de la conférence environnementale, sa création a été inscrite dans la feuille de route pour la transition écologique, mais rien ne s'est passé dans l'immédiat. C'est en 2013, à la suite d'un événement dramatique qui a entraîné une commotion nationale et internationale, l'effondrement de l'édifice Rana Plaza au Bangladesh, la mort de centaines de travailleurs de l'industrie textile, que les choses se sont accélérées. Et le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, décide d'instaurer la future plateforme au sein de France Stratégie. Un décret du 22 avril 2013 avait créé le commissariat général à la stratégie et à la prospective, service dirigé à l'époque par Jean Pisani-Ferry. Donc, la plateforme a été installée dans les locaux de France Stratégie par le Premier ministre le 17 juin 2013. Elle est dotée d'une structure opérationnelle en la personne d'un secrétaire permanent et bénéficie de l'appui technique de France Stratégie et du Commissariat général au développement durable, CGDD. En quelques années, elle devient l'un des organes permanents de France Stratégie. Un décret du 24 mars 2017 lui reconnaissant comme mission l'élaboration des avis sur des questions qui lui sont soumises et la formulation des recommandations sur les questions sociales, environnementales et des gouvernances soulevées par la RSE. Quelques mots maintenant sur sa composition et son mode de fonctionnement. Sa cinquantaine de membres donc, sont des organisations qui ont fait acte des candidatures auprès de France Stratégie et qui sont répartis en 5 pôles. Entreprises et monde économique, organisations syndicales des salariés, société civile, chercheurs et développeurs de la RSE. Là, je vous explique la distinction entre chercheurs et développeurs, c'était surtout pour séparer les universitaires des cabinets de consultants. Et enfin, institutions publiques.
Donc, structure multipartie prenante qui travaille à l'élaboration des propositions d'action à l'intention des acteurs de la responsabilité sociétale des entreprises, décideurs privés ou publics, membres ou non de la plateforme. Bon, ces travaux sont très variés. Je vous cite rapidement quelques exemples, des recommandations sur les reportings extra-financiers, incluant l'évolution de la législation française en la matière au moment de la loi dite Grenelle 2, des propositions relatives à la transposition par la suite de la directive européenne sur les informations extra-financières. Elle a abordé des thématiques comme les ODD, l'environnement, la biodiversité, dans des avis séparés, le numérique, l'égalité homme-femme, le handicap, l'économie circulaire, et un point que j'ai abordé, la contribution, que j'ai mentionné avant, une contribution pour l'adoption d'un plan national d'action prioritaire pour le développement de la RSE, demandé par l'Union européenne, et aussi un avis sur le plan national d'application des principes directeurs des Nations Unies pour les droits de l'homme et les entreprises. Celui-ci demandé et par l'Union européenne et par l'ONU. J'ai évoqué tout au début de cette intervention les difficultés d'émergence du commun. C'est concrètement le cas face à la pluralité d'organisations membres, face à la pluralité des conceptions de responsabilité, de la responsabilité même en société, et à la pluralité des conceptions de la responsabilité sociétale des entreprises. Je veux vous mentionner en 2014, en octobre 2014, il y a eu l'adoption d'un texte de référence sur la responsabilité sociétale des entreprises, partagée par les membres de la plateforme. Octobre 2014, ce texte a été adopté. Je vous lis la petite introduction à ces textes. Les termes de la responsabilité sociétale des entreprises nécessitent une démarche commune car il est porteur d'enjeux essentiels pour la société du 21e siècle. Si tous les acteurs de l'économie sont concernés par ces enjeux, les organisations membres de la plateforme ont néanmoins décidé de concentrer dans un premier temps leur attention sur les entreprises. Donc, cela veut dire aussi que la plateforme peut peut-être consacrer ses travaux aux autres organisations. Elle se concentre sur les entreprises dans ce texte parce que dans un monde global et dérégulé, celles-ci représentent un acteur majeur du changement. Les défis qu'elles doivent relever, aidées par toutes les parties prenantes, est de remettre l'homme et la planète au cœur de leurs préoccupations et de leurs mécanismes de prise de décision. Ces textes des références, je lis toujours le petit texte, a vocation à définir un socle commun et de s'accorder sur les enjeux transversaux. Donc, ces textes de 2014, ils s'articulent autour de 7 chapitres. La définition de la RSE donnée par la Commission européenne, donc on part de cette définition qui est déjà considérée comme un commun, une définition commune au niveau européen, régional européen. Et d'ailleurs, c'est dit dans les textes, définition de la Commission européenne, référence partagée par les membres de la plateforme. Un deuxième point, les États, qui sont considérés comme des gardiens de l'intérêt général, en définissant les cadres d'exercice de la RSE. Troisième point, une responsabilité fondée sur le respect des lois, sans exclure les engagements volontaires. Je reviendrai aussi sur cette question. La RSE, vecteur de réalisation du développement durable. La RSE peut contribuer à la compétitivité. La nécessité
d'une autre gouvernance prenant en compte les attentes des parties prenantes et organisant la transparence, c'était le 6e point, et les derniers, une responsabilité étendue à les sphères d'influence par les devoirs de vigilance raisonnables. Là aussi, c'était très difficile de trouver une expression qui convenait à tout le monde entre diligence raisonnable et devoir de vigilance très marqués à l'époque par les processus d'adoption d'une loi sur les devoirs de vigilance des sociétés mères qui n'a été adoptée qu'en 2017, quelques années après une saga législative qui a duré 3 ans. Donc, un texte de référence adopté en 2014, mais au fil des travaux, et notamment lors de l'adoption, lors des travaux sur l'adoption des plans nationaux d'action, RSE ou entreprise et droits de l'homme, réapparaît un clivage entre des conceptions des RSE. Et là, c'est intéressant pour une juriste, c'est surtout le rôle du droit qui entraîne un clivage. Et il faut dire que on était à l'époque comme j'ai évoqué, dans un processus d'adoption quand même d'une loi, donc contraignante, du RAD law sur les devoirs des vigilances au cours de ces travaux. Et c'est à ce moment-là, donc lors des travaux sur ces 2 textes, où la possibilité de l'expression d'opinions divergentes, donc des dissensus, a été adoptée par la plateforme. Donc, en cours des travaux, ce qui a soulevé certaines critiques, notamment de la part des organisations de la société civile, qui ont fait un effort pour trouver des propositions, des recommandations consensuelles, et qu'avec la mention l'expression finalement des dissensus, ont eu l'impression qu'un plus petit dénominateur commun a finalement été favorisé dans l'adoption des recommandations. Cette charte pour l'expression des opinions divergentes au sein de la plateforme, qui a été adoptée en juillet 2016, rappelle que le fonctionnement de la plateforme repose sur la règle du consensus, mais permet l'expression des dissensus. Elle rappelle la mission de concertation entre les parties prenantes sur le thème de la RSE, que la plateforme est une instance de dialogue partagé et explicite comment ces dissensus peuvent être exprimés. En cas de difficulté pour atteindre les consensus, l'opinion divergente d'un pôle ou d'une organisation peut être mentionnée. Et l'opinion sera consignée dans l'avis ou le rapport établi par le groupe de travail et porté nominativement par un pôle ou une organisation avant d'être transmise au bureau, puis à la plénière pour enregistrement. Et là, je vous renvoie vers un travail, une étude réalisée par Michel Capron, qui est gestionnaire, Arnaud Mias, professeur de sociologie, et Françoise Querel, aussi gestionnaire, qui a beaucoup écrit avec Michel Capron sur la RSE. C'était une contribution au congrès annuel du RIOD en 2017, si je ne me trompe pas. Responsabilité sociale d'entreprise et action publique. Quelle expérience délibérative de la plateforme RSE dans les contributions aux plans nationaux RSE et droits de l'homme, le plan RSE et droits de l'homme et entreprise. Cette communication, elle interrogeait les fonctionnements et l'évolution de la plateforme du point de vue de sa capacité
de produire des textes communs à défaut d'une approche commune sur les orientations des politiques publiques à l'égard de la RSE. Les chercheurs ont étudié la genèse de ces deux textes pour comprendre l'essence et la portée de cette pratique singulière de délibération collective. Ils ont essayé de comparer les diverses versions. Oui. Oui, vous avez essayé de me parler? Oui, juste qu'on s'approche de la conclusion peut-être, Katia, si c'était possible. Ah oui, je m'approche de la conclusion. Donc, ils essayaient de comparer les différentes versions des textes et montrer les obstacles à l'élaboration des positions communes, en plus avec l'adoption de cette charte qui permettait l'expression des dissensus en cours des travaux. Le point de clivage les plus importants, comme je vous ai dit, est vraiment celui du rôle du droit ou de la contrainte dans le développement de la RSE. RSE d'une part en tant que démarche volontaire et d'autre part la reconnaissance du rôle du droit pour fixer les règles du jeu. Donc, pour conclure, je crois que je peux évoquer que la plateforme est une véritable laboratoire de concertation. Je crois qu'un point que nous pouvons aussi évoquer, et peut-être lors des débats, discuter, le rôle des chercheurs au sein d'une telle instance, alors qu'ils ne représentent pas des groupes d'intérêt comme dans les autres pôles de la plateforme. Et pour conclure quand même, dans le même sens de ce travail qui a été assez critique à l'égard des délibérations au sein de la plateforme de Michel Capron, Arnaud Mias et Françoise Quérel, cela montre qu'en dépit des frustrations de certaines organisations, la plateforme a réussi à produire des textes importants sur le plan national. En témoigne l'adoption par les gouvernements d'un texte quasi à l'identique en ce qui concerne le plan national d'action entreprise et droits de l'homme.